Puis merci à Ask Canada de me donner la chance de partager ce webinaire avec vous. Je suis vraiment heureuse d'animer ce webinaire aujourd'hui sur un sujet qui est si important. Quelques remarques avant tout. Cette séance va être enregistrée et sera bientôt disponible sur notre site web. Tous les participants sont en mode sourdine, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de clavardage ou à l'aide de la fonction Q&A, questions-réponses, dans le Zoom, en bas de l'écran. Nous répondrons à autant de questions qu'il va être possible à la fin de la séance. Enfin, veuillez noter que cette séance est uniquement organisée à des fins d'information, puis ce n'est pas à vocation de fournir des conseils médicaux. Pour toute question générale au sujet de l'asthme, la ligne d'assistance téléphonique pour l'asthme et les allergies est disponible sur asthme.ca. Ce webinaire a été rendu possible par les fonds de partenariat d'immunisation de l'Agence de la santé publique du Canada. Leur soutien est essentiel et permet à Ask Canada de partager des informations importantes sur les vaccins et la santé respiratoire au sein de la communauté des personnes touchées par l'asthme. Nous allons commencer par reconnaître les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que notre rencontre soit en virtuel, il est important de prendre un moment et de réfléchir à l'importance du territoire que chacun de nous appelle son foyer. Nous reconnaissons que les personnes qui se joignent à nous le font depuis différentes terres et territoires. Comme vous le constatez, l'asthme touche des millions de personnes au Canada. Toutes tranches d'âge confondues et pour certaines, ils peuvent être très graves. L'asthme est non seulement une maladie courante et chronique, mais elle est aussi grave et entraîne des visites à l'urgence, des hospitalisations et même des décès. Au-delà des conséquences personnelles, l'asthme s'accompagne avec un coût énorme pour notre système de santé et notre économie. Ces chiffres nous rappellent pourquoi la prévention et une meilleure prise en charge, notamment avec la vaccination, est si importante. À Ask Canada, tout se résume à un objectif simple: aider les asthmatiques à vivre une vie plus saine et plus épanouie. Ask Canada se concentre sur 3 grands piliers: l'éducation, la défense des droits et la recherche. L'éducation, elle, outille les personnes asthmatiques, leurs familles, les professionnels de la santé, avec les connaissances nécessaires pour rester en sécurité et s'épanouir. La défense des droits, tant qu'à elle, donne lieu à des politiques plus solides, un meilleur accès aux soins et un réel changement au niveau du pays. La recherche, elle, alimente l'innovation et les découvertes qui se rapprochent d'un avenir sans asthme. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour partager les informations les plus récentes et pour nous assurer qu'elles parviennent aux personnes qui en ont plus besoin. J'aimerais maintenant vous présenter notre intervenant, Alexandre Chady. Alexandre a obtenu son doctorat en pharmacie et a une maîtrise en sciences pharmaceutiques à l'Université de Montréal. Il exerce dans la région de Montréal depuis 2016, où il coordonne les campagnes annuelles de vaccination de sa propre pharmacie, participe à la prise en charge des maladies chroniques et est responsable de la clinique de santé voyage. Alexandre est également professeur adjoint à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, où il enseigne des cours sur la vaccination, l'endocrinologie et les laboratoires de pratique professionnelle. Merci, Alexandre. Je te passe la parole.
Ben, un gros merci, José, pour la présentation. Je suis vraiment content de vous joindre aujourd'hui. Donc, je vais vous partager mon écran, ma présentation. Donc, aujourd'hui, on m'a donné une tâche, je vous dirais, assez difficile de parler de beaucoup de choses en peu de temps. Donc, nos objectifs aujourd'hui va être de faire une mise à jour des vaccins contre l'influenza, des infections à pneumocoque et du VRS. On va également parler un petit peu de COVID. On va discuter des mythes et des réalités communs entourant la vaccination, décrire les risques pour les personnes qui vivent avec de l'asthme et la manière dont les vaccins peuvent réduire les complications. Finalement, on va terminer par parler brièvement de comment outiller les participants, donc sur la manière d'obtenir les informations et les vaccins recommandés. Donc, plongeons sans plus tarder. Pourquoi est-ce que c'est important la vaccination? Mais je pense que je ne vous apprends rien. La vaccination, c'est une des grandes découvertes des derniers siècles qui a permis vraiment de sauver beaucoup de mortalité, d'améliorer la qualité de vie des gens. On attribue entre 3,5 et 5 millions de décès qui sont évités chaque année par la vaccination des grandes maladies comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la grippe, la rougeole. Pour ceux qui sont un petit peu plus visuels, on peut regarder là, à droite les graphiques qui ont montré vraiment une diminution vraiment fantastique des cas là, quand on regarde au niveau du cas de la diphtérie et de la rougeole là, qui ont grandement diminué grâce à la vaccination. Donc, c'est important. C'est une des interventions qui est le plus coût-efficace en santé publique et malgré le fait qu'on vaccine, qu'on se protège, les maladies respiratoires demeurent parmi les 10 causes de mortalité les plus fréquentes au Canada. Donc, on en parle depuis des décennies, mais c'est encore important d'en parler et d'y continuer. Et encore plus de nos jours, puisque l'hésitation à la vaccination est reconnue comme une des 10 plus grandes menaces à la santé mondiale. On voit des courants de pensée et c'est pas facile de naviguer autant comme personne qui vit avec une maladie chronique, comme professionnel de la santé ou comme allié. J'aimerais vous mentionner une petite phrase que j'aime bien mentionner en bas. Connaissez-vous d'autres médicaments en dose unique ou même annuellement qui ont une efficacité proche des vaccins? Certains vaccins sont efficaces à près de 100%, d'autres, là, comme la grippe, on est autour du 30 à 60% par année, qui est, ma foi, beaucoup supérieur à beaucoup des autres traitements qu'on a. Donc, une intervention qui en vaut beaucoup la peine. Les maladies, les infections respiratoires sont nombreuses. On parle souvent de rhume, de grippe, de COVID, de VRS. Et j'aime bien montrer cette diapositive-là parce que les symptômes sont souvent non spécifiques. C'est souvent très difficile de savoir quelle maladie on a sans avoir un test qui a été fait. Les symptômes, certaines peuvent se démarquer un petit peu plus. On pense notamment à l'influenza qui cause plus de fièvre, de fatigue, de courbatures que le rhume, par exemple. Mais on va voir que beaucoup de ces maladies-là ont des symptômes qui sont similaires. C'est souvent difficile de le savoir et souvent difficile a posteriori de savoir que notre vaccin a fonctionné parce qu'on a eu une ou l'autre de ces maladies-là qui pourraient se ressembler. Donc, débutons par l'influenza. Donc, l'influenza, vaccin qu'on est en ce moment en grande campagne dans les différentes provinces du Canada. Donc, pourquoi devrait-on se faire vacciner chaque année contre la grippe? La grippe, la vaccination permet de réduire les risques d'hospitalisation. On sait qu'environ 3 à 10 des adultes vont attraper chaque année la grippe au Canada et 20 à 30 des enfants vont l'avoir. Bon, on n'aura pas nécessairement tous des complications, on ne va pas nécessairement tous être hospitalisés, mais quand même, les chiffres sont surprenants. 12 000 Canadiens sont hospitalisés annuellement par la grippe et environ 6 000 morts sont provoquées par cette maladie. En période de grippe, la grippe va vraiment paralyser notre système, donc notre réseau de la santé. On attribue jusqu'à 10 des hospitalisations qui vont être causées par les maladies respiratoires, qui n'est pas négligeable. Donc, quand on a une maladie chronique comme l'asthme, par exemple, on est plus à risque de développer une complication. Donc, on peut développer une autre co-infection comme une pneumonie, une maladie virale qui pourrait rendre notre temps d'hospitalisation beaucoup plus lent et même complexifier le tout. Il y a des conséquences aussi sur l'autonomie. Quand on vieillit avec l'âge, ben, on voit un risque augmenté de chute, de fracture. Et chez nos 65 ans et plus, 15 des gens qui vont être hospitalisés vont avoir une détérioration dans leur capacité, leurs activités quotidiennes de la vie, qui va faire que des fois, ça peut être l'élément déclencheur pour aller d'un milieu de vie autonome vers une résidence de personnes âgées ou voire même une résidence avec des soins plus intensifs. Donc, il vaut la peine de prévenir ces détériorations pour notre qualité de vie. Un autre fait intéressant, les études récentes nous montrent que d'attraper la grippe augmente notre risque de contracter un infarctus. Donc, la grippe, l'influenza cause une inflammation qui est systémique, qui va causer un détachement des plaques artériosclérotiques, un caillot qui peut se déplacer soit dans notre cerveau, causer un AVC, un infarctus du myocarde ou une thrombose dans la jambe. Donc, des complications qui peuvent être sévères, qui peuvent mener vers des suivis à long terme. Et on attribue jusqu'à 6 fois plus de risque d'avoir une crise du cœur, un infarctus la semaine après le
le diagnostic qui est quand même non négligeable. Attraper l'influenza, ben, on peut le transmettre à d'autres personnes. Donc, si on a d'autres personnes à la maison qui sont à risque, ben, on a 1,2 à 1,8 personnes qui vont attraper la grippe quand une personne a un cas. Donc, près de 2 personnes vont l'avoir, donc qui est quelque chose à y réfléchir. Les populations qui sont ciblées par la vaccination sont nombreuses, donc ça fait plusieurs années qu'on a les mêmes populations. Nos jeunes enfants sont plus à risque, donc on va vouloir les protéger les gens autour d'eux. Plusieurs maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, vous pourrez remarquer l'asthme qui fait partie des risques pour justement avoir plus de complications. Le diabète, les cancers ou d'autres maladies qui provoquent une immunosuppression, des troubles du sang, troubles neurocognitifs, si on est atteint d'obésité, à plus de 40 d'IMC et les enfants qui prennent de l'aspirine également. Donc, les personnes enceintes, les femmes qui allaitent, ben, en fait, les femmes enceintes, les personnes qui sont enceintes sont plus à risque. Également, les résidents de maison, de personnes âgées de soins de longue durée à cause de la proximité avec d'autres personnes qui pourraient causer une propagation. Les personnes de 65 ans et plus sont à risque, ainsi que les communautés autochtones. Donc, on mentionne ici d'autres groupes qui sont plus à risque de transmettre la maladie, donc comme les professionnels de la santé, qui méritent de recevoir la vaccination annuellement, les gens qui vivent en contact avec des gens avec maladies chroniques, des jeunes enfants ou des personnes enceintes, et toute autre personne qui aurait justement un risque significatif de contracter une infection. Donc, pourquoi est-ce que le risque est supérieur pour quelqu'un qui vit avec de l'asthme? Donc, on sait que vivre avec de l'asthme, on a une inflammation de nos voies respiratoires qui peut causer une obstruction au niveau de nos bronches et plus de mucus. Donc, quand on additionne ça avec une infection respiratoire, ben, notre paroi peut être fragilisée, peut nous mettre plus à risque d'avoir une infection qui est secondaire. Et chez nos personnes asthmatiques, on a une réserve respiratoire qui est inférieure, donc ça va provoquer plus de détresse respiratoire. Les statistiques sont quand même flagrantes quand on voit les bénéfices de la vaccination. Avoir le vaccin, ça diminue de 61 nos risques de décès à l'hôpital quand on est asthmatique, de 37 le risque d'admission aux soins intensifs et de 24 nos séjours sont plus courts. Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir le vaccin chaque année. Au Canada, malheureusement, on a des statistiques qui sont un peu stagnantes au niveau de nos taux de vaccination. Donc, on observe que nos personnes âgées de 65 ans et plus, on se rapproche de l'objectif de 80 de vaccination qui est désiré par la santé publique. Mais certains groupes, notamment nos gens avec maladies chroniques, on stagne, on n'atteint pas les niveaux de 80 désirés. Donc, on oscille en du 38 à 44 les dernières années. Donc, je pense qu'on a des efforts à faire, autant de sensibilisation, autant comme personnes qui vivent avec une maladie pour se déployer, pour aller chercher le vaccin, puisque vraiment, c'est la meilleure manière de se protéger contre les infections respiratoires. Les vaccins qui sont disponibles en 2025-2026 sont nombreux. C'est pas mal les mêmes vaccins qu'on retrouve à chaque année, mais je trouvais intéressant d'en parler pour différencier les petites nouveautés, ceux qui sont inclus dans les programmes de vaccination. Donc, on utilise depuis plusieurs années des vaccins standards qui sont cultivés à partir de cellules d'œufs. Donc, ces vaccins-là, à noter, si on a une allergie aux œufs, ce n'est plus une contre-indication, on peut les recevoir sans problème. On a des vaccins améliorés qui font leur arrivée sur le marché depuis quelques temps. Donc, deux types, les vaccins à haute dose qui contiennent 4 fois plus d'agents médicamenteux d'hémagglutinine qui vont causer plus d'anticorps, tout comme les vaccins qui sont adjuvantés. Donc, on ajoute un ingrédient supplémentaire pour potentialiser la réponse. D'autres vaccins, comme les vaccins recombinants ou à culture cellulaire, sont des vaccins qui ont un processus de fabrication qui est différent, qui permet souvent de mieux s'arrimer aux souches en circulation pour éviter les dérives génétiques, le fait que le vaccin pourrait muter, se transformer. Les vaccins à culture cellulaire sont créés dans des cellules de chien, donc plutôt que d'œufs. Également pour nos jeunes enfants, un vaccin qui est intranasal, qui diminue la douleur ou l'anxiété qui peut être causée par la vaccination. Donc, chez notre clientèle de 2 à 18 ans, ce vaccin-là va être couvert dans la majorité des provinces. Donc, les vaccins, le grand changement au niveau de l'année, l'Organisme mondial de la santé a pris la décision de, chaque année, évaluer les souches qui sont en circulation. Et cette année, on a décidé de créer des vaccins qui sont trivalents par opposition à des vaccins quadrivalents dans les années précédentes. Une recommandation qui a été entérinée par le CCNI et les différentes sociétés savantes au niveau des vaccins. Une des souches, la souche B Yamagata, n'avait pas été détectée depuis mars 2020. Donc, on ne voyait pas l'efficacité ou la pertinence de l'ajouter dans les vaccins puisqu'elle n'est plus en circulation. On retrouve dans nos vaccins de la griffe surtout les souches qui causent des épidémies qui sont à risque de vraiment causer des dommages.
On a également des informations au niveau des types de vaccins, que ce soit un vaccin recombinant ou à culture cellulaire. Ces vaccins-là ne sont pas moins efficaces que les vaccins dans les cultures cultivées dans des œufs. Donc, on va recommander tous ces types de vaccins-là sur un même pied d'égalité. Par contre, les vaccins qui sont améliorés, les vaccins adjuvantés, les vaccins à haute dose, sont recommandés chez les personnes de 65 ans et plus parce qu'ils vont causer plus d'anticorps. Quand on vieillit, on a un phénomène qui s'appelle l'immunosénescence, qui fait qu'on développe, on a une moins bonne capacité à créer des anticorps. Donc, en donnant une dose plus haute ou une dose qui est adjuvantée avec des agents pour potentialiser la réponse, on est capable de mieux protéger nos personnes âgées d'environ 20 à 25 une protection qui est supérieure. Donc, regardons un petit peu à travers les différentes provinces. Donc, on peut voir que plusieurs de ces catégories-là de vaccins se retrouvent dans les couvertures là, de nos programmes. Donc, on voit que toutes les provinces remboursent les vaccins à culture à base d'œufs. On a la majorité des provinces qui vont également rembourser le vaccin adjuvanté et on en a certaines qui ont choisi le vaccin à haute dose. Donc, il n'y a pas nécessairement de supériorité d'avoir un ou l'autre de ces vaccins-là si on a 65 ans et plus. Donc, très peu de provinces vont rembourser les vaccins qui sont non à base d'œufs. Et le vaccin intranasal est remboursé dans plusieurs provinces, dont le Québec, le Nouveau-Brunswick. Vaccin qui vaut la peine de recommander là, pour nos jeunes enfants. Particularité au niveau de nos vaccins, donc je vous ai mis quelques petites recommandations ici. Ben, les personnes asthmatiques, comme mentionné, font partie des personnes ciblées. Donc, on va vraiment recommander la vaccination. Chez nos enfants de moins de 9 ans, donc on va vouloir administrer 2 doses à la première année de vaccination. Donc, avoir une première dose et un mois après une deuxième pour vraiment s'assurer d'avoir une bonne immunité, une bonne quantité d'anticorps. Si on a une maladie, que ce soit un petit peu un rhume ou une maladie fièvre à modérée, donc on va pouvoir donner le vaccin. C'est possible de le donner si on veut éviter l'association avec les effets secondaires là, qui pourraient être liés à la maladie, parce qu'on ne se sent pas bien. On pourrait également reporter, mais il y a toujours un risque que la personne ne revienne pas nécessairement. À titre de contre-indication, au niveau du vaccin inactivé, on a la contre-indication si on est allergique à une des composantes. Notre vaccin intranasal est un vaccin vivant atténué, donc un vaccin qui aurait un potentiel de déclencher une réaction si on est plus à risque, si on a un système immunitaire qui est amoindri. Donc, on ne va pas le recommander chez les personnes enceintes, chez les personnes qui ont de l'asthme sévère, on ne va pas non plus le recommander. Les gens immunosupprimés, ainsi que nos travailleurs de la santé ou nos aidants naturels. Donc, si on vit à la maison avec quelqu'un qui a une condition d'immunosuppression, c'est un professionnel de la santé, ce n'est pas recommandé d'avoir ce vaccin-là, puisqu'on est plus à risque de transmettre la maladie à des personnes vulnérables. Au niveau des effets secondaires, les effets secondaires sont très bien étudiés. On a un vaccin, on a tous des vaccins qui sont vraiment, qui causent très peu d'effets secondaires. On a souvent la discussion au niveau des effets secondaires plus rares, mais sévères, dont le syndrome oculo-respiratoire, qui est un syndrome qui peut engendrer des symptômes qui sont plus transitoires, là. Mais si jamais on a eu ce symptôme-là qui serait associé à la grippe, donc c'est important de consulter un spécialiste pour voir si les symptômes sont trop graves et justifierait de ne pas redonner le vaccin. Le syndrome de Guillain-Barré qui va ressembler à des symptômes neurologiques est très rare. Donc, on a un cas sur 1 million. Beaucoup de gens ont peur du vaccin à cause de ce syndrome-là, mais j'aime beaucoup la statistique qui mentionne qu'on a 17 cas sur 1 million, donc beaucoup plus de risques d'attraper un syndrome de Guillain-Barré si on développe une influenza que si on obtient le vaccin. Donc, on voudrait avoir une prudence si on a eu un syndrome qui a été développé dans les 6 semaines après le vaccin. Passons maintenant vers la COVID. Donc, la COVID, on en parle encore en 2025. Si on regarde les données épidémiologiques là, de la dernière année, on peut observer que plusieurs groupes d'âge différents sur le graphique de gauche ont de la COVID. Donc, la COVID, elle est en circulation. Donc, on voit autant les hommes que les femmes qui en ont. Et on en voit chez plusieurs groupes d'âge. Donc, même nos groupes d'âge plus jeunes qui sont peut-être moins à risque ou qui pourraient avoir des maladies chroniques, ben, on a beaucoup de cas chez nos 20 à 40 ans. Donc, au niveau des hospitalisations, on voit une surreprésentation des populations plus âgées, des gens à partir de 60 ans et plus. On voit beaucoup plus d'hospitalisations qui s'y déclenchent. Donc, vaut la peine d'obtenir la vaccination et les rappels annuels.
Donc, au niveau d'autres petites statistiques ici, là, si on regarde ici les cas, donc les cas de décès, donc c'est vraiment encore une fois nos personnes de 80 ans et plus. Je vous ai mis également l'évolution des décès, là. On a eu vraiment des gros pics dans les années 2021-2022, mais on a encore des cas qui s'y déclenchent malgré la bonne protection que les vaccins nous ont donnée. Ben, une COVID, ça peut nous rendre là, à terre. On peut avoir plusieurs symptômes qui font qu'on file mal, qu'on manque des journées de travail et qu'on peut le transmettre à nos proches. Les souches en circulation demeurent dans la famille du Omicron, donc la famille qu'on avait précédemment des vaccins. Donc, nos vaccins ont beaucoup moins d'efficacité, les anciens vaccins qu'on a eus, d'où l'importance de prendre le nouveau vaccin, donc qui a été déclenché contre la souche LP8.1. Donc, un vaccin qui va nous permettre une protection contre divers autres souches cousins là, qu'on peut voir à l'écran ici. Ces graphiques-là, si on regarde de semaine en semaine, ça change vraiment tout le temps. Le virus mute tout le temps. Mais on est très content de savoir que les mutations, les cassures génétiques, donc une mutation dans une différente classe, n'ont pas été répertoriées depuis plusieurs années. Donc, une stabilisation qui nous rend plus contents. On contrôle un petit peu plus cette maladie qui a des pics un peu plus cycliques. Pourquoi se faire vacciner en 2025-2026? On rapporte 2 fois plus d'hospitalisations liées à la COVID qu'à la grippe. Donc, un vaccin qui demeure très important à avoir. Une réduction qui est estimée de 30 des infections graves quand on obtient le vaccin. Donc, une vaccination complète et on se protège pendant les 3 à 6 mois après la vaccination d'attraper. Et la nouvelle souche permet une protection contre les variants en circulation de la soulignée Omicron, comme mentionné. Donc, on a autant les vaccins Comirnaty, Spikevax par nos deux compagnies principales, donc Pfizer et Moderna, qui sont répertoriés qui sont autorisés par Santé Canada chez les 6 mois et plus. Le Nuvax COVID, qui était un vaccin qui n'était pas ARN messager, n'est malheureusement plus disponible au Canada au niveau des unidoses et des multidoses. Donc, cette année, on voit l'apparition de doses une dose. Donc, il est beaucoup plus simple pour les professionnels de la santé de ne pas gaspiller des doses de vaccin à cause des péremptions très courtes pour les fioles quand on les ouvre qui devraient recevoir le vaccin de la COVID. Donc, on a plusieurs groupes qui vont vraiment ressembler à nos groupes qui sont ciblés pour la grippe. Donc, on voit autant les gens de 65 ans et plus, donc le risque augmente avec l'âge, que nos personnes avec maladies chroniques. Donc, la liste des maladies chroniques va beaucoup ressembler à celle pour l'influenza. Nos résidents en centre de personnes âgées vont avoir un risque supérieur et nos personnes enceintes, nos gens qui font partie des communautés autochtones, nos personnes racisées, et les travailleurs de la santé vont vraiment faire partie des recommandations de recevoir un vaccin annuellement. On a certains groupes qui sont à risque supérieur, dont nos gens de 80 ans et plus, nos résidents dans des centres de personnes âgées, nos individus qui sont à risque d'immunosuppression modérée ou sévère. Donc, ces gens-là, on va leur recommander en fait une vaccination à chaque 6 mois pour avoir une protection qui va nous suivre tout au long de l'année. Les personnes de 65 ans à 80 ans qui n'auraient pas les risques mentionnés pourraient également recevoir une deuxième vaccination dans leur année. Donc, le vaccin demeure remboursé dans certaines provinces. Donc, certaines provinces comme le Québec ont pris la décision de ne pas le rembourser à tous, donc qui entraîne un peu plus une complexité et des frais pour les gens qui voudraient se protéger. Donc, si on regarde un peu quelques particularités au niveau du vaccin, encore une fois, l'ASP fait partie des clientèles ciblées. On va recommander une vaccination 3 mois après une infection qui est confirmée, ce qui est plus embêtant de nos jours parce qu'on n'a plus accès aux tests à moins de les acheter. Encore une fois, la même recommandation y figure au niveau de la fièvre ou d'une maladie légère à modérée. C'est possible de vacciner, mais si on le désire, on pourrait reporter la vaccination. Si on a une allergie au vaccin, bien sûr, on va avoir une contre-indication à le recevoir. Et si on a des antécédents de myocardite ou de péricardite qui ont fait couler beaucoup d'encre dans les nouvelles là, pendant les périodes de vaccination, on va avoir une conduite qui est différente selon l'âge de la personne. Donc, si on a quelqu'un de plus de 50 ans, la balance va pencher en faveur de la vaccination. Donc, notre risque d'hospitalisation, de complications augmente. Donc, on va s'assurer de le donner 90 jours après la résolution de ce problème. Chez nos 50 ans et moins, on va vraiment recommander vers un professionnel de la santé pour discuter des risques-bénéfices. Si on a d'autres conditions de santé, de l'asthme par exemple, qu'on a eu ces antécédents-là, la balance penche en faveur de la vaccination.
Si on regarde un petit peu les effets secondaires qui sont plus rares, donc l'anaphylaxie est un petit peu plus élevée, donc une réaction allergique que d'autres vaccins. C'est un petit peu plus élevé, 1,3 cas sur 100 000 personnes. Donc ça demeure quand même très rare. Le risque, il est très faible. Le risque de myocardite est de 2,2 cas sur 100 000 personnes, qui est largement inférieur au risque causé par la maladie. On a également certains cas de syndrome de Guillain-Barré, de purpura thrombopénique, idiopathique, donc des complications vraiment rares qu'on a vues beaucoup plus avec les vaccins à vecteur viral, le fameux AstraZeneca, qui n'est plus sur le marché. Les paralysies de Bell, donc un effet secondaire relativement rare et en fait controversé. On n'a pas de bonnes études qui nous montrent que c'est bien associé à la vaccination contre le COVID à l'heure actuelle. Passons maintenant à notre VRS. Donc, VRS, une maladie qu'on connaissait moins, qu'on parlait moins il y a quelques années. Donc, c'est un virus qui est responsable de maladies respiratoires qui va causer beaucoup d'hospitalisations, de décès. On va voir que cette maladie-là peut causer également plusieurs co-infections, peut attraper une influenza, une pneumonie ou d'autres infections qui vont nous affecter. Et les réinfections sont fréquentes. Donc, d'attraper la maladie va pas nécessairement nous protéger. Quand on l'attrape à l'enfance, on va avoir une protection pendant quelques mois, années, mais on peut recevoir à l'âge adulte une maladie qui est plus bénigne, là. Donc, on n'a pas nécessairement une protection qui est durable d'avoir la maladie. Les groupes qui sont surtout à risque, c'est vraiment nos jeunes nourrissons, nos jeunes enfants, donc surtout nos personnes en bas de 2 ans et les personnes qui sont âgées atteintes de comorbidité, ainsi que nos adultes qui vivent en résidence de personnes âgées. Donc, c'est les groupes qui ont été ciblés, que certaines provinces ont fait le choix d'avoir une vaccination gratuite, là. Si je vous montre un petit peu certaines des statistiques ici, donc les statistiques qu'on a pu voir là, dans les derniers temps, plusieurs de ces maladies-là, quand on parle de grippe, de COVID, de VRS, les pics ne sont pas nécessairement dans les mêmes moments. Donc, si on regarde là, le VRS qui est en vert foncé, on voit des pics, là, si on regarde la courbe de l'année passée, on a vu des pics qui étaient un petit peu plus tôt, donc plus vers le mois de décembre, janvier, février, tandis que l'influenza est arrivée plus vers le mois de janvier à mars, là, à ces moments-là. La COVID qui était en diminution, mais on a vu jusqu'à l'automne de cette année une augmentation des cas de COVID et de transmission. Donc, à voir, la courbe, elle commence, elle est très, très ennuyante si on regarde la courbe de cette année. Donc, puisqu'on est vraiment au début de la campagne de vaccination, donc les cas commencent à se manifester. On a eu en 2021 une triple pandémie où ces trois différentes infections étaient causées en même temps, ce qui a beaucoup paralysé notre système, les délais d'attente et qui a causé des hospitalisations beaucoup plus sévères. Donc, la vaccination, c'est le meilleur moyen de s'y protéger pour éviter un scénario qu'on ne peut pas prédire là, dans la société. Au niveau des vaccins, des agents immunisants contre le VRS, on a vraiment deux catégories pour deux différentes populations. Donc, je commence avec la catégorie à droite qui sont en vert pâle. Donc, on a des anticorps monoclonales qui ont été déployés sur le marché. Anciennement, le médicament qui s'appelait le Synagis, le Palivizumab, un médicament compliqué à prononcer. Je vous dirais qu'il n'est plus beaucoup utilisé parce qu'on a le Nirsevimab, le Beyfortus, un nouvel agent qui remplace pas mal son application, qui est un vaccin qui a un agent immunisant qui a vraiment une efficacité supérieure là, au niveau de la protection chez nos jeunes enfants. On va le recommander chez nos nourrissons durant leur première saison de vaccination contre le VRS et chez certaines personnes qui ont des maladies chroniques, certains nourrissons durant leur deuxième année. On a également, pour protéger les jeunes enfants qui sont vulnérables, on a également la possibilité de vacciner la maman quand elle est enceinte. Donc, on a le vaccin Abrysvo, qui est un vaccin non adjuvanté, qu'on va recommander chez les personnes de 32 à 36 semaines qui peuvent le recevoir pour transmettre les anticorps aux jeunes enfants. Donc, parfois, on voit de la résistance chez nos mères, chez nos parents qui ne voudraient pas donner un agent immunisant, une injection à un enfant très jeune. Donc, l'option de recevoir le vaccin par voie intramusculaire pourrait être préférée. Donc, nous donne une protection qui est assez similaire. Au niveau de nos personnes âgées, on a différents vaccins, le vaccin Abrysvo et Arexvy, qui sont des vaccins, donc respectivement non adjuvantés et adjuvantés, qui nous permettent d'avoir une protection qui est relativement similaire au niveau de la personne âgée. Protection qui est entre 66 et 93 selon les produits. Mais des produits qui ont été évalués avec des définitions différentes de la maladie. Donc, difficile de dire si l'efficacité est supérieure pour un ou l'autre de ces vaccins. Très bientôt, on va avoir un vaccin à ARN messager, donc une technologie très similaire au vaccin COVID, qui va s'appeler le mRESVIA, qui va s'en venir très bientôt, là, qui va offrir une alternative supplémentaire.
On n'a pas beaucoup d'études, de résultats sur la longévité de la protection. On sait qu'avec 3 saisons de protection, on a une protection qui est très bonne, qui ne diminue pas significativement, donc de quelques dizaines de pourcentages au niveau de l'incidence de la maladie et des formes sévères. Donc, en ce moment, on ne sait pas à quelle fréquence on devrait revacciner. Les recommandations des différentes sociétés savantes ne recommandent pas là, une revaccination pour le moment, puisque le vaccin a été déployé récemment, mais on pourrait voir dans les prochaines années une nécessité de revacciner les gens qui sont à risque d'avoir le VRS. Donc, chez nos jeunes enfants, on ne va absolument pas revacciner, puisqu'en vieillissant, le risque devient inférieur de contracter des complications de la maladie. Au niveau des effets secondaires, les vaccins vont causer une douleur au niveau du site d'injection, fatigue, de la fièvre. On a un petit peu plus de douleur au niveau du site d'injection pour les vaccins qui sont adjuvantés, donc qui ont un agent de conservation qui permet de potentialiser la réponse. Donc, à considérer, mais bien sûr, un effet qui est transitoire, donc qui ne dure pas plus de quelques jours. Parlons maintenant des infections à pneumocoque, parce qu'il y a eu quelques changements récemment. Donc, infection à pneumocoque, la raison pourquoi on n'appelle pas ça des pneumonies, c'est que les infections à pneumocoque mais, sont causées par le strep pneumoniae, mais causent beaucoup de différents types d'infections. Donc, comme on peut voir dans les graphiques qui sont ci-dessous ici, ben, on peut voir les différentes, le strep pneumoniae, si on regarde, c'est le troisième pathogène au niveau de la mortalité chez une étude là, du poids mondial de ce pathogène-là. Et ce qu'on peut voir là avec les différentes couleurs, c'est que le strep pneumoniae ben, cause, oui, des pneumonies, mais cause également plusieurs infections là, dans le sang, vont causer des infections urinaires, des pyélonéphrite aussi. Donc, en ayant cette protection-là, on protège contre plusieurs différents types de maladies, pas nécessairement contre les pneumonies, mais qui demeurent la cause la plus fréquemment vue pour le strep pneumoniae, donc cette bactérie. Au niveau de l'impact, au niveau de l'incidence, donc le risque d'attraper la maladie, on voit que le streptocoque pneumoniae, c'est le premier en tête des pathogènes, des bactéries qui vont causer différentes maladies. Et on voit que de façon très représentée, c'est les maladies au niveau du thorax, des voies respiratoires supérieures, suivies des infections dans le sang et des méningites. Donc les méningites, une complication qui est très rare, mais sévère, qui peut entraîner une mortalité. Donc on vient prévenir et nous protéger avec des vaccins contre la pneumonie. Les facteurs de risque, ben, on a bien sûr encore une fois nos personnes âgées, les maladies chroniques, encore une fois l'asthme y figure. Une méta-analyse de 2020 nous montrait que le risque était supérieur, environ 2 à 3 fois supérieur, de développer une pneumonie invasive. Ça, c'est une pneumonie qui va nous amener à l'hôpital, nous causer des complications sévères chez les personnes qui vivent avec l'asthme. Donc, ça vaut la peine de mettre à jour notre statut de vaccination. Il y a plusieurs nouveaux vaccins. Donc, vos professionnels de la santé vont être capables de vous faire des recommandations pour mieux vous protéger. Les gens qui ont des troubles neurocognitifs de déglutition, donc la difficulté à avaler, sont plus à risque d'introduire des bactéries dans leur voie respiratoire, notamment. Les gens dialysés, les gens qui ont des risques liés à leur milieu de vie, les gens qui vivent en résidence de personnes âgées ou des gens qui seraient dans une situation d'itinérance. Des gens également qui auraient des habitudes de vie comme de fumer, être un utilisateur de drogue intraveineuse ou avoir une exposition à plusieurs contaminants ou polluants au travail, bien, ça nous rend aussi plus à risque. Et bien sûr, l'immunosuppression fait partie des groupes qui sont à très haut risque. Donc, on a certaines recommandations pour ces groupes-là. Les différents vaccins qui sont disponibles au Canada, donc on a notre vaccin qui est polysaccharidique, qui s'appelle le Pneumovax. On a qui était recommandé, qui était gratuit dans la majorité des provinces également. On a d'autres vaccins conjugués qui ont fait leur apparition sur le marché plus récemment. Donc, le vaccin Prevnar 13, conjugué qui est 13 valent. Donc, les petits chiffres, pour ceux qui ne sont moins familiers, montrent le nombre de souches qui sont couvertes dans le vaccin. On a également le vaccin Vaxneuvance 15, donc un autre vaccin conjugué contre 15 souches, le Prevnar 20. Contre 20 souches, c'est le Capvaxive qui a nouvellement fait son entrée sur le marché, qui couvre 21 souches. Donc, on a les différentes clientèles ici, des vaccins qui sont tous indiqués pour l'indication pédiatrique, à l'exception du Capvaxive. Donc, les études vont probablement venir dans les prochains mois, années. Donc, la différence entre le type de vaccin est importante. Donc, si on regarde certains vaccins qui sont conjugués, c'est des vaccins qui vont induire une réponse qui est autant humorale que cellulaire. Donc, les vaccins conjugués vont nous permettre d'avoir une mémoire dans notre corps. Les anticorps vont être créés, mais on va également être capable d'en recréer d'autres si on est en contact avec la maladie. Donc, ça entraîne une protection qui est beaucoup plus durable en comparaison avec les vaccins polysaccharidiques comme le Pneumovax, qui vont seulement créer des anticorps, mais qui, après une durée d'environ 5 ans, vont partir de notre corps, donc vont pas permettre d'avoir une durée de protection qui est à long terme.
Au niveau des vaccins couverts, je voulais amener un petit peu votre attention. La majorité des vaccins ont eu un petit peu la stratégie de couvrir plus de souches, mais de garder une couverture des souches existantes. C'est la stratégie qu'on a vue avec différents vaccins conjugués, dont le Prevnar 13, 15, le Vaxneuvance 15 et le Prevnar 20. Mais le nouveau vaccin qui a fait son apparition, le Capvaxive 21, c'est un vaccin qui va cibler 8 différentes souches qui ne sont pas contenues dans les différents vaccins. Donc, c'est quelque chose qui devient intéressant pour des gens qui voudraient avoir une protection supplémentaire. Donc, un vaccin qui est un peu répertorié pour être un contre-vaccin, un vaccin contre différentes souches. Et on sait qu'avec la pneumonie, on tape un petit peu sur le clou sur certaines souches. Quand on réussit à avoir une protection contre ces souches-là, on voit des différentes souches. Une infection qui va muter. Donc, une maladie qu'on doit tout le temps se battre, une course contre la montre pour couvrir différents sérotypes. Nos évidences scientifiques ont montré une très bonne différence au niveau de nos vaccins conjugués. Si on regarde nos cas pédiatriques par les vaccins qui ont fait leur entrée dans le calendrier de vaccination, on a vu que d'introduire un vaccin conjugué a diminué de façon significative, près de diminuer de moitié les cas de pneumonie. Donc, c'est quelque chose de vraiment significatif. Au niveau de nos personnes âgées, on offre depuis récemment le vaccin de façon gratuite polysaccharidique et on n'a pas vu une grande différence là, au niveau des sérotypes qui étaient couverts donc, à l'intérieur du vaccin. Donc, dans les différentes années, on a remarqué avec la ligne jaune, les sérotypes qui étaient couverts dans le Pneumovax 23 ben, ont en effet augmenté. Donc, on a vu quand même une diminution au niveau des infections invasives, des infections qui sont plus sévères, mais au niveau de l'incidence, les risques d'attraper une pneumonie, on n'a pas vu une différence qui était immense à ce niveau-là. Donc, c'est la raison pourquoi plusieurs recommandations ont été faites de couvrir et de recommander les vaccins qui sont conjugués. J'aimerais amener une petite diapositive qui compare là, l'efficacité chez différents groupes d'âge. Ce qu'on remarque ici, c'est une comparaison entre le vaccin conjugué 20 valent, le Prevnar 20, et le vaccin Capvaxive 21. Et on observe que quand on compare là, ces différents vaccins-là, chez différents groupes d'âge, on voit une efficacité qui est supérieure pour le vaccin 21 valent chez nos groupes d'âge de 50 ans et plus. Donc, puisque ben, on vaccine chez nos jeunes enfants avec les sérotypes majoritairement contenus dans le vaccin du Prevnar 20, on va voir l'apparition de nouveaux sérotypes. Donc, si on avait à choisir un vaccin entre le 20 ou le 21 valent, chez nos personnes plus âgées, on va préférer le vaccin 21 valent qui représente les souches contenues à l'intérieur, qui sont uniquement contenues à l'intérieur, sont responsables de près de 26 des infections en comparaison à 20 des souches uniquement incluses dans le vaccin Prevnar 20, par exemple. Donc, si on simplifie un petit peu les recommandations selon le CCNI chez nos personnes plus âgées de 65 ans et plus, ou chez nos gens qui seraient atteints d'une maladie chronique, donc si on n'a pas reçu de vaccin contre la pneumonie dans le passé, on va recommander soit le Prevnar 20 ou le Capvaxive 21, selon les groupes d'âge, pour être une bonne manière de prioriser le bon vaccin ou selon la disponibilité. Chez les gens qui auraient déjà reçu un vaccin polysaccharidique, on va recommander d'attendre une année, donc avant de recevoir un vaccin conjugué. Donc, c'est la vaccination qui va être recommandée. Et tandis que pour nos gens qui ont déjà reçu un vaccin conjugué, donc 13 valents ou 15 valents, on pourrait leur offrir un vaccin qui est à plus large spectre, soit un vaccin 20, 21 vaccins, donc à un an d'intervalle. Donc, ça va être la nouvelle recommandation, là, puisque ces vaccins-là nous donnent une protection qui est supplémentaire. Si on a déjà reçu un vaccin 20 ou 21 valent, ce n'est pas nécessaire de recevoir l'autre de ces vaccins, à moins qu'on soit à un risque très haut. Donc, le CCNI définit un groupe de patients qui est à très haut risque, donc nos patients qui sont sur thérapie immunosuppressive, qui sont immunosupprimés. On a la recommandation d'avoir ces deux vaccins-là. Donc, en ce moment, la majorité des provinces n'ont pas l'autorisation, la couverture, la gratuité, mais à cause du nouveau vaccin, c'est des choses qui vont venir très bientôt. Pour ceux qui pratiquent au Québec pour les professionnels de la santé ou qui demeurent au Québec, le vaccin Capvaxive vient de faire son arrivée et va être le nouveau vaccin qui va remplacer le vaccin polysaccharidique pour nos gens de 65 ans et plus ou nos gens avec maladie chronique. Malheureusement, le gouvernement a décidé de ne pas faire une campagne de revaccination, donc de revacciner les gens qui auraient déjà reçu un vaccin polysaccharidique. Donc, malheureusement, on ne peut pas offrir ce vaccin-là gratuit, mais rien ne nous empêche de le recommander.
Au niveau de la vaccination, on entend plusieurs différents mythes, puis c'est probablement des questions que vous avez probablement dans votre tête. Donc, je vous ai mis différentes petites questions qu'on a très souvent. Les vaccins qui nous inquiètent. On a l'impression qu'on ne connaît pas la certitude de leur impact à long terme, puisque beaucoup des vaccins sont nouveaux. Donc, on pourrait penser à cet exemple-là pour le VRS. Donc, en effet, les vaccins quand ils sont nouveaux sur le marché, c'est des choses qui peuvent nous effrayer, mais on sait qu'il y a un processus rigoureux au niveau de Santé Canada pour l'approbation des vaccins. Et les vaccins vont être étudiés de nombreuses années, voire même presque 10 ans avant d'être mis sur le marché. Donc, on a un très haut taux d'évidence là, et de confiance à ce sujet-là et on continue à faire des études quand ils sont déployés. On ne déploie pas de vaccins qui ne sont pas très sécuritaires. J'ai pris le vaccin de la grippe il y a quelques années, je n'ai jamais été aussi malade. Ben, comme je vous ai mentionné avec la diapositive précédente, la grippe, le rhume, la COVID, le VRS, c'est toutes des infections qui se ressemblent beaucoup. Donc, c'est souvent difficile, à moins d'un dépistage, de vraiment associer le vaccin à une complication plus grande. On sait que le vaccin va vraiment nous protéger contre les complications qui sont graves. Donc, d'avoir quelques effets secondaires, c'est très possible, mais on va quand même le recommander parce que l'association, elle est souvent là, très, très rare. Là. Les effets secondaires rares, comme discuté plus tôt, sont très peu fréquents. Je n'ai pas peur de tomber malade, je suis jeune, alors mon risque de mourir d'une pneumonie est faible. Il n'y a pas grand avantage à me vacciner. Donc, on l'entend souvent cet argument-là de personnes qui vivent avec des maladies chroniques, dont les personnes qui vivent avec l'asthme. Donc, oui, c'est sûr qu'on peut être jeune, mais plusieurs maladies chroniques vont augmenter notre risque. Donc, le fait qu'on a une faible perception, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais été malade. Puis même si on se lave les mains, qu'on fait beaucoup pour notre santé, bien, le vaccin, c'est la meilleure manière. Tous les vaccins présentés sont vraiment plus efficaces. Ça nous donne une protection qui est durable. Donc, moi, j'ai tendance à encourager les bonnes habitudes et encourager de tout faire pour notre santé. J'ai lu beaucoup sur la COVID, c'est comme une grosse grippe. Je pense qu'on essaie de faire peur aux gens, de les contrôler. Le gouvernement ne va pas m'obliger à recevoir un vaccin. Donc, en effet, on a des recommandations. Je pense que c'est important d'être dans la discussion pour le tout, d'apprendre à connaître les différentes perspectives, l'expérience des personnes. Mais en effet, c'est des recommandations. On n'a pas de vaccination obligatoire pour le moment au Canada. Puis l'immunité collective, ben, également, c'est quelque chose que ben, on sait que c'est pas nécessairement pour nous. Des fois, on va le faire pour d'autres personnes, mais de protéger d'autres personnes, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Donc, les différents exemples que je vous ai montrés ici ben, ont été classifiés, répertoriés selon l'algorithme des 5C, qui sont les principaux facteurs qui peuvent influencer l'hésitation à se faire vacciner. Donc, vous avez probablement reconnu là, certains arguments qui font appel à la confiance, sur l'efficacité, l'innocuité, qui sont, je vous dirais, les arguments les plus rapportés par les gens. Donc, confiance dans le système. On a vraiment, je tiens à vous rassurer qu'on a des très hauts taux d'évidence et un processus rigoureux pour les vaccins. Plusieurs peuvent avoir une attitude qui est complaisance, donc on voit le risque comme étant plus grand que le risque du vaccin, les effets secondaires plus grands que la maladie. Mais en effet, là, on a un risque, une définition qui des fois peut être un petit peu erronée. Là, on a vraiment des taux de protection nettement supérieurs pour les vaccins, au niveau des taux de la travail. Commodité, donc avoir un accès au vaccin, la pharmacie est par exemple un endroit où le vaccin est très accessible. Certains vont utiliser le calcul, donc une participation individuelle à une recherche d'informations qui des fois va faire abstraction du consensus scientifique. Et bien sûr, la responsabilité collective, ben, plusieurs personnes vont être plus individualistes, mais on peut se faire vacciner pour d'autres personnes, pour nos grands-parents, pour d'autres personnes qui vivent à côté de nous, qui ont des maladies chroniques, qui peuvent nous protéger. Je vois que le temps file. Je termine avec une dernière diapositive sur comment prendre rendez-vous. Si on se questionne, il y a plein de manières différentes. Ça va souvent varier selon la province où vous résidez. Au niveau du Québec, la plateforme centrale pour la prise de rendez-vous est Clic Santé. Donc, le tout a été centralisé. En Ontario, on a des cliniques COVID qui font plusieurs vaccinations. Il y a des lignes de prise de rendez-vous qui sont centrales. On va également, on peut se présenter. Plusieurs endroits vont faire du sans rendez-vous. Et ben, je vous encourage à demander votre pharmacien, qui est un des lieux les plus prévalents depuis, en fait, 2017-2018. La pharmacie est l'endroit le plus prévalent au Canada pour obtenir, c'est le plus de Canadiens qui obtiennent leur vaccin contre la grippe à ces endroits-là. Et environ 70% des gens vont se faire vacciner en octobre, en novembre. On est en plein dans la période, donc pour avoir une pleine immunité pour le moment où les cours de vaccination, les cas vont vraiment circuler. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage tous à prendre votre rendez-vous et à recommander à vos proches autour de vous de le faire. Donc, un gros merci à tous. Je vous ai mis ici la petite publicité du gouvernement du Québec, là, que ben, vous êtes fait fort, mais les virus aussi. Donc, ça vaut la peine de se faire vacciner. Donc, je vous remercie et je vais prendre les questions là, s'il y en a.
Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation super intéressante. Puis, on a eu plein d'informations avec cette petite présentation-là. Euh, nous allons maintenant, nous avons quelques questions qui ont été posées dans le clavardage et d'autres qui ont été soumises à l'avance. Vous avez maintenant l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez. À titre de rappel, Ask Canada offre une ligne d'assistance téléphonique pour l'asthme et les allergies. Elle permet de mettre en relation des Canadiens avec des éducatrices et éducateurs certifiés dans le domaine de l'asthme pour obtenir des renseignements et un soutien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à info@commercialasthme.ca. Si vous avez des questions pour Alexandre, merci de les soumettre dans la section questions-réponses qui est en bas de l'écran. On va faire notre possible pour répondre aux questions. Je vois qu'il y a déjà des questions. Attendez, je vais juste partager mon écran. Partager. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions. Madame Martine Gagnon a posé la question, est-ce que on aura accès à la présentation? La présentation va être disponible sur le site de Ask Canada dans les jours qui vont venir. Une autre question, le Préveneur 20 est-il gratuit? Lui, j'ai reçu le Préveneur 13 fait quelques années. J'aimerais avoir le Préveneur 20. Mhm. Ben, je pense que c'est une très bonne question là, à poser. La réponse varie vraiment selon la province dont vous êtes. Donc, certaines provinces vont le rembourser, d'autres non. Moi, j'ai une expérience un peu plus grande au Québec. Donc, en ce moment, le Québec ne remboursait pas le Préveneur 13 ou 20 chez la majorité des gens. Il y avait certains groupes qui avaient accès à la vaccination gratuite, dont les gens qui sont aspléniques, qui n'auraient plus de rate. Les gens qui auraient une immunosuppression. Donc, si on prend un agent immunomodulateur, un agent biologique, malheureusement, l'AS ne fait pas partie au Québec des critères de gratuité là, pour le Préveneur 13, le Préveneur 20. Donc, on a eu une nouvelle modification. On avait le vaccin polysaccharidique. On a eu une mise à jour au niveau du programme d'immunisation du Québec là, qui maintenant rembourse le vaccin Capvaccin 21 pour les clientèles de 20 ans et plus, également pour les 65 ans et plus, mais chez les gens qui n'auraient pas déjà reçu un vaccin conjugué ou polysaccharidique. Donc, on n'a pas de vaccination de rattrapage au niveau de ces clientèles-là. Malheureusement, si vous ne les avez pas reçus ou si vous venez tout juste d'avoir 65 ans, où une revaccination est recommandée, ben, le vaccin conjugué, donc un vaccin qui nous couvre plus de souches à long terme, va être gratuit. Donc, je salue l'initiative. Je ne peux malheureusement pas me prononcer sur les autres provinces. D'accord. Une autre question, est-ce mieux de prendre plusieurs vaccins ensemble ou séparément? La question, elle est super bonne. C'est que, en effet, c'est sûr que de prendre plusieurs vaccins en même temps, ben, notre corps, j'aime bien toujours l'analogie que notre corps, tous les jours, est confronté à des centaines, voire même des milliers de différents virus. Donc, on contacte plein de différentes bactéries, virus, tous les jours. Donc, notre corps sécrète des anticorps à tout moment. Donc, de recevoir un ou deux, ou voire même trois vaccins en même temps, c'est un chiffre qui est plus négligeable. Donc, on va créer beaucoup d'effets secondaires. Donc, c'est pas grave du tout. On peut recevoir plusieurs vaccins en même temps. Les risques d'effets secondaires ne sont pas nécessairement supérieurs, là. On a certains vaccins qui vont en faire un petit peu plus que d'autres. Donc, c'est sûr que moi, je compare souvent les effets secondaires aux vaccins qui vont en causer un peu plus. Mais on peut très bien, c'est très sécuritaire d'obtenir deux vaccins en même temps. Et la protection n'est pas moins bonne. Donc, on n'est pas moins bien protégé si on obtient le vaccin de la grippe, de la COVID ou même le vaccin de la pneumonie. Certaines personnes, par contre, préfèrent se sauver un bras, se dire, moi, je ne veux pas avoir mes deux bras qui sont écopés. On pourrait recevoir le vaccin dans les deux vaccins dans le même bras, mais certaines personnes préfèrent distancer aussi, se dire, moi, je vais prendre un premier vaccin, je vais attendre quelques jours, je vais être capable de bien associer si j'ai un peu de fièvre, si j'ai un petit peu de douleur à mon site, à mon vaccin. Je tiens à mettre, par contre, un petit bémol, il y a certaines restrictions au niveau des vaccins vivants atténués. Donc, la majorité des vaccins que j'ai présentés aujourd'hui, à l'exception du vaccin intranasal contre la grippe, c'est tous des vaccins qui ne sont pas inactivés, des vaccins qui ne sont pas vivants, donc des vaccins inactivés. Donc, si on reçoit deux vaccins vivants atténués, on veut soit les recevoir le même jour en même temps,
et où on va les recevoir à 1 mois d'intervalle. Donc, c'est la seule petite précaution à avoir. Et au niveau des vaccins de la pneumonie, si on a reçu 2 différents types de vaccins différents, on veut attendre un minimum de 1 an pour maximiser la protection que ça nous donne. Donc, désolé pour la réponse un peu plus longue, ça varie selon le vaccin, mais vos professionnels de la santé vont être capables de vraiment bien vous informer à savoir quand est-ce que c'est le meilleur moment de prendre les vaccins. Parfait. Prochaine question. Les médicaments contre l'asthme, comme les corticostéroïdes et les biothérapies, affectent-elles le calendrier vaccinal ou l'efficacité des vaccins? La question elle est très bonne. On se pose, on voit que la cortisone peut affecter le système immunitaire. La cortisone, quand elle est prise par voie respiratoire, donc dans une pompe de fluticasone, par exemple, de mométasone, si on prend un inhalateur, l'absorption dans le corps systémique, elle est vraiment négligeable. Donc, on n'a vraiment pas de déclenchement d'un système immunitaire qui est affaibli. Donc, l'impact ne serait pas, il n'y aurait pas d'impact au niveau de la protection qu'on va avoir de nos vaccins. Ils sont tout aussi efficaces. Si on prend par contre la cortisone par voie orale dans le corps à une dose élevée, ça se pourrait qu'on rende notre système immunitaire un petit peu moins fort. Donc, on va préférer donner le vaccin quand on n'est pas sur la cortisone. Si on n'a pas le choix, on a des gens qui sont toujours sur la cortisone parce qu'on est dans un état inflammatoire, ben, on va privilégier donner le vaccin, nous protéger au moment où justement on a un risque qui est. Je vais parler également des agents biologiques. On voit de plus d'agents biologiques qu'on Mhm. peut voir en asthme même, des injections qu'on va se donner, des agents qui sont des immunomodulateurs ou des immunodépresseurs. Donc, c'est des agents qui vont rendre notre système immunitaire plus à risque. Donc, ces agents se passer ou même le donner à un moment où on a une moins grande quantité de médicaments dans nous pour avoir une meilleure réponse, la décision va être vraiment de cas en cas selon l'agent, selon la condition de la personne, donc à ce sujet. Parfait. Peut-on avoir des problèmes respiratoires après avoir contracté la COVID-19? Mhm. Ben, la COVID-19, ben, c'est une maladie qui peut causer, oui, pas mal de symptômes. Je pense que la majorité dans la salle ici, la majorité des Canadiens l'ont eu, la COVID dans le passé. C'est que oui, on peut avoir des complications, là, surtout qui étaient causées avec la primo-infection quand on l'avait dans nos premières fois, quand on n'a pas reçu de vaccination. On sait que les évidences nous mentionnent qu'en ce moment, le fait d'avoir reçu une vaccination ou d'avoir eu la COVID nous protège un petit peu plus contre les infections plus sévères. Donc, c'est sûr que d'attraper en 2025-2026 une COVID peut quand même nous détériorer notre respiration. Puis surtout si on a des problèmes respiratoires, si on a de l'asthme, par exemple, ben, ça vaut la peine d'avoir le vaccin. Le vaccin, soi-disant, j'aime bien faire la précision que le vaccin nous donne une protection qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus durable que d'avoir la maladie. Donc, la maladie, là, elle est plus précise à un sous-variant. Donc, certaines personnes qui se disent, ben, j'ai eu cette année le vaccin, j'attendrai pas 3 mois. J'ai eu la maladie, par exemple, j'attendrai pas 3 mois pour avoir le vaccin. Mais moi, j'ai tendance à corriger cette affirmation-là parce que le vaccin va nous protéger encore plus et vraiment nous permettre de moins avoir de complications. S'il y a une mutation qu'on détecte des fois pas immédiatement, là, ça prend du temps pour voir un Mhm. nouveau variant qui pourrait être plus sévère. Donc, le vaccin en vaut vraiment la peine. Les complications qui sont rares, là, très sévères, que le vaccin causerait une hospitalisation, il y en a presque pas. Il n'y en a vraiment pas. Puis les avantages sont vraiment en faveur de la vaccination, surtout pour les personnes qui sont asthmatiques. On va passer à une dernière question dans le questions et réponses. Bonjour, mon fils a 7 ans avec un asthme sévère. Son médecin m'a dit qu'il ne peut pas recevoir le vaccin intranasal. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur les raisons? Oui, ben merci beaucoup de la question, là. En effet, comme j'ai mentionné dans les diapos précédentes, puis comme mentionné par votre médecin, là, le vaccin intranadal, c'est une contre-indication si on a de l'asthme sévère. Puis la raison pour ça, c'est que l'asthme sévère, ben, c'est qu'on a plus d'obstruction, on a plus d'inflammation dans nos poumons. On est vraiment plus à risque d'avoir des complications si on a la maladie. Le vaccin intranasal, c'est un vaccin qui est vivant atténué.
Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a certains virus de l'influenza qui ont été découpés, qui ont été affaiblis, qui sont des particules vivantes du vaccin, mais qui sont vraiment affaiblis, qui nous permettent de générer une plus grande immunité. Donc, on l'aime beaucoup à cause du dispositif, le vaccin intranasal. C'est le fun pour les enfants, c'est plus facile, mais il y a un risque qui est très faible et il y a un risque de développer l'influenza, la grippe. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas le donner aux clientèles qui sont plus à risque. Puis avec une assez sévère, on pourrait vraiment avoir une complication. Donc, ça fait partie des clientèles qu'on ne veut pas malheureusement le donner. On doit recevoir l'injection là, qui est très sécuritaire, là, qui est un vaccin inactivé. Mais malheureusement, on aurait, pour cet enfant-là de 7 ans, ça ne serait pas un bon vaccin, malheureusement, le vaccin intranasal à recevoir. Ben, merci beaucoup pour tes réponses, Alexandre. Sur ça, notre temps ensemble touche déjà à sa fin. Nous serions très reconnaissants de prendre quelques minutes pour répondre à notre bref sondage. Vous trouverez le lien dans le clavardage de la discussion du webinaire. Un grand merci à toi, Alexandre, pour cette excellente conversation informative. Puis merci d'avoir répondu aux questions. C'était très pertinent. Merci beaucoup.